Bon, bah après cette brève interruption, nous allons donc reprendre le cours de ce colloque et surtout donc cette première section sur Freud, lecteur des professeurs du Collège de France, avec l'intervention de celle qui est la cheville ouvrière de ce colloque, Céline Surprenant, Pierre Janet, le Freud français. La parole est à toi. Merci, Paul. Alors, il existe une asymétrie criante dans la fortune critique de Pierre Janet et celle de Sigmund Freud. L'œuvre volumineuse de Janet est peu connue, alors qu'on a pu dire de la pensée freudienne qu'elle a tellement marqué les idées et la culture du XXe siècle qu'elle forme un cadre de vie conceptuel commun, qu'on le veuille ou non. Peut-on en dire autant de la pensée de Pierre Janet ? S'il n'a pas associé son nom à un mouvement, il a néanmoins contribué au développement de la psychologie clinique et a développé une influente psychologie de la conduite. Il est l'auteur d'une thèse soutenue à la Faculté des Lettres de Paris en 1899, intitulée « L'automatisme psychologique, essai de psychologie expérimentale sur les formes inférieures de la vie mentale », dans laquelle il innovait, disait le jury de sa thèse, en ayant recours à la méthode expérimentale en philosophie. Et il est aussi l'auteur d'une autre thèse, L'état mental des hystériques, de 1893, élaborée au laboratoire de Charcot à la Salpêtrière, dont il avait été nommé directeur en 1890. Janet s'est donc intéressé à l'hypnose à la suite de Charcot, qui lui avait permis de démontrer que l'hystérie a des causes psychiques et non pas seulement organiques. Il décrivait son travail en 1889 comme un essai de psychologie expérimentale et objective, qui porte, disait-il, sur l'étude des actes, des gestes et du langage lorsque ces activités prennent des formes anormales. Car il pensait, dans la veine de Claude Bernard, de Taine et de Ribot, entre autres, que, je cite, « la maladie présente à l'observation d'admirables expériences toutes faites et permet de comprendre les lois de l'état normal ». Il parlait d'une psychologie objective dans le sens également où le chercheur se consacre à l'observation des autres hommes, plutôt qu'à l'observation de soi au moyen de l'introspection. Donc, après avoir été suppléant de Théodule Ribot à la chaire de psychologie expérimentale et comparée au Collège de France à partir de 1895, il fut nommé professeur en 1902 grâce au soutien d'Henri Bergson. Et il occupa cette chaire jusqu'en 1934. Son enseignement s'est donc étendu sur une période de près de 40 ans, pendant la période d'institutionnalisation de la psychologie clinique, pendant la période d'implantation de la psychanalyse en France et du développement des neurosciences, notamment au collège. Il a exercé la psychologie dans les hôpitaux, dans un cabinet privé, où il a traité des écrivains tels que Raymond Roussel, mais d'autres encore. Le nom de Janet est aujourd'hui connu, surtout connu, en raison d'une querelle qui le rattache à Freud, querelle qui a pour épisode central le 17e Congrès international de médecine de Londres de 1913, section psychiatrie, où Janet a présenté un rapport sur la psychoanalyse. Pour certains historiens, l'intervention de Janet est, je cite, le manifeste historique le plus complet de l'antifreudisme scientifique à la française, parce qu'elle condenserait, fin de la citation, parce qu'elle condenserait tout ce qu'on a pu penser de négatif sur la théorie freudienne en France pendant la période d'avant-guerre, en particulier que Freud aurait emprunté toutes ses idées à Janet. L'éditeur de la Standard Edition des œuvres complètes de Freud, James Strachey, y a aussi mis du sien en affirmant que Janet s'était distingué au Congrès en, je cite, montant une attaque injuste qui témoignait d'une ignorance absurde du sujet. Et Freud lui-même a écrit dans son Histoire du mouvement psychanalytique, rédigée en 1914, dans le cadre d'une autre polémique, puisqu'il s'agit alors de consolider le mouvement qui vient d'être ébranlé par les dissidences de Jung et d'Adler. Donc je cite Freud. À Paris même, on semble encore partager la conviction qui avait été exprimée d'une façon si éloquente par M. Janet au Congrès de Londres, d'après laquelle tout ce qu'il y a de bon dans la psychanalyse ne serait qu'une reproduction modifiée des idées de Janet, tout ce qui ne s'accorde pas avec ces idées étant mauvais.
On a dit que c'est parce que Freud gardait rancune envers l'attitude de Janet à ce congrès qu'il refusa de le recevoir à Vienne en 1937. Édouard Pichon, le gendre de Janet, un des premiers psychanalystes, lui avait conseillé de le rencontrer. Mais c'est une pure spéculation, et à ma connaissance, la question de savoir s'il a rencontré ou non Janet n'est toujours pas éclaircie, malgré les nombreux scénarios de rencontres possibles. Le frère de Pierre Janet, Jules Janet, travaillait avec Louis Ranvier, je le dis en passant. La biographie de ces deux contemporains se recoupe par endroits. Ils ont notamment tous les deux travaillé avec Jean-Martin Charcot, Janet en tant que directeur du laboratoire de la Salpêtrière et étudiant en médecine, à partir de 1890, je l'ai dit, Freud en tant que boursier de l'Université de Vienne et puis traducteur du professeur. Carl Jung, qui a été un proche collaborateur de Freud, avant de s'en éloigner en 1914, a suivi les cours de Janet, notamment en 1902-1903. Par ailleurs, Janet a fait plusieurs conférences en Amérique du Nord et du Sud, tout comme Freud, qui, avec ses collègues Jung, Ferenczi, Ernest Jones et Brill, avait été invité en 1909 à présenter la psychanalyse à la Clark University aux États-Unis, où il rencontra James Putnam, professeur de neuropathologie à l'université de Harvard et défenseur de la psychanalyse en Amérique, et dont Janet a aussi été proche. Donc l'essor de la psychologie et de la psychanalyse aux États-Unis a pu servir de relais entre les deux savants. Freud et Janet se citent réciproquement, et ces renvois ne sont pas toujours hostiles. Freud affirme sans réserve, par exemple, justement lors de sa conférence aux États-Unis, et peut-être sous l'influence de Putnam, que ce n'est pas Charcot mais Pierre Janet, je cite, qui a le premier tenté d'approfondir l'approche du processus psychique spécifique à l'hystérie, et que Breuer et lui ont suivi son exemple dans leur recherche sur les mécanismes de l'hystérie. Janet non plus n'hésite pas à dire plusieurs fois que les travaux de l'école de Vienne ont été fructueux. L'un des premiers articles de Janet est même publié consécutivement à un article de Freud en français dans les archives de neurologie en 1893. Et de son côté, Freud a parfois invoqué Janet de manière ponctuelle, comme s'il poursuivait un dialogue intérieur avec lui. L'image du conflit que l'histoire a retenu doit donc être tempérée. Ce qui m'intéressera ici est de mieux comprendre la pensée de Janet sur Freud au-delà de la polémique. Lorsque celui-ci publie le rapport dans le journal de psychologie normale et pathologique qu'il a fondé avec Georges Dumas en 1914, il remarque qu'il serait injuste de ne discuter d'une discipline que par le biais de la critique. Par la suite, Janet a repris le rapport sur la psychanalyse quelque peu modifié dans un recueil publié après la guerre, Les médications psychologiques, études historiques, psychologiques et cliniques sur les méthodes de la psychothérapie, publié en 1919. Le livre, dont la parution a été retardée par la guerre, regroupe des conférences faites entre 1904 et 1906 en Amérique et une série de leçons données au Collège de France en 1907-1908. C'est pour Janet l'occasion de situer, je cite, « l'ensemble des études qui s'est développée en Autriche d'abord et plus tard en Amérique sous le nom de psychoanalyse de M. Freud, dans l'histoire des doctrines médicales, de la psychologie même et de la philosophie. » Il me semble que c'est lorsqu'il situe la doctrine et la méthode freudienne dans l'évolution de la psychothérapie que l'appréciation de la psychanalyse par Janet a le plus grand intérêt et la plus grande portée, car cela met en évidence l'idée de transformation qui sous-tend l'histoire de la psychologie que pratique Janet. Celui-ci était en effet convaincu que l'étude des origines de la psychologie, je cite, préparait son éclosion. Et il a proposé des éléments d'histoire de la psychologie dans plusieurs de ses écrits, dont les médications psychologiques. En y rééditant son rapport sur la psychanalyse, il intègre la psychanalyse dans une large fresque où elle ne constitue qu'une étape parmi d'autres de l'évolution de des méthodes de traitement. Elle suscite peut-être des critiques sévères, mais elle y a tout autant sa place que les autres méthodes qui se rangent sous la rubrique, par exemple, du traitement par le repos ou du traitement par isolement. En rééditant le rapport sur la psychoanalyse dans ce contexte historique, Janet a accentué l'affirmation selon laquelle Freud aurait non pas tant plagié, mais exagéré ses idées.
Loin d'être un simple artifice de rhétorique, comme le pense Ernest Jones, l'un des répondants au Congrès et disciple de Freud qui accuse à son tour Janet d'exagération grossière, la catégorie d'exagération touche aux distinctions essentielles que Janet a établies entre son traitement des maladies de la personnalité, ce qu'il appelle comme ça, et celui de Freud. Ces distinctions se sont concrétisées dans la psychologie de la conduite qu'il a ensuite élaborée et synthétisée notamment dans le tome 8 de l'Encyclopédie française sur la vie mentale, édité en 1938. L'exagération opère dans les principes fondamentaux de Freud, dont Janet veut se distancier sans les rejeter entièrement. Car celle-ci n'est pas seulement une erreur de jugement de l'école freudienne envers ses recherches, elle est avant tout un type de transformation. Or, l'idée de transformation entre en jeu dans la méthode de traitement de Janet elle-même. Il s'agit, entre autres moyens de guérison, de remplacer les idées fixes et tristes par d'autres moins douloureuses. De même, donc, que Janet intègre à son traitement le remplacement d'une idée par une autre, de même, il avance que les diverses pratiques de traitement moral se sont transformées, pour une large part en changeant de nom. Il faut donc comprendre et juger l'appréciation que Janet porte sur Freud à l'aune de ces notions de transformation disciplinaire qui se développent dans le contexte du Collège de France, contexte sur lequel je reviendrai en conclusion. Donc, en faisant de la psychanalyse un élément dans l'évolution de la psychothérapie, Janet a accentué la continuité entre ses travaux et ceux de l'école de Vienne, dit-il, qui a accepté, je cite, « toutes ces conceptions essentielles sans modification ». Ces auteurs, dit Janet, appelaient psychoanalyse ce que j'appelais analyse psychologique, nommaient complexus ce que j'avais nommé système psychologique, catharsis ce que je désignais comme une dissociation des idées fixes ou comme une désinfection morale. Janet a ainsi aiguisé le contraste entre les deux conceptions de l'histoire des disciplines qui séparent sa méthode de celle de Freud. Les pratiques les plus anciennes ne disparaissent jamais tout à fait, tout au plus elles changent de nom, pour Janet. La psychologie est le fruit d'une longue histoire qui procède par le remplacement d'un terme par un autre. La psychanalyse, quant à elle, selon Freud, procède d'une coupure. Elle a porté un coup à l'orgueil humain aussi important que ceux infligés par Copernic et par Darwin. Même si, bien entendu, Freud se reconnaît des précurseurs parmi les poètes et les écrivains ou parmi les philosophes et dans la mythologie. Tout autre est la vision de Janet qui plaide au contraire pour la continuité. On trouve au début de l'histoire de la psychologie expérimentale, selon lui et d'autres avec lui, le magnétisme animal et le spiritisme. Après la mort de Charcot, par exemple, l'hypnotisme et la suggestion ont connu une décadence, mais, pense-t-il, le traitement moral, c'est-à-dire le traitement de maladies psychiques plutôt qu'organiques, n'a pas disparu pour autant. Non seulement Janet était sans crainte au sujet de l'influence du spiritisme qui avait inquiété les pionniers de la discipline au moment de fonder les premières sociétés de psychologie, mais il avertissait ses premiers auditeurs en 1895 qu'il s'appuierait, outre sur les médecins aliénistes, sur des auteurs en apparence peu recommandables, c'est-à-dire, je cite, « tout ce groupe de magnétiseurs français, des spirites, des hypnotiseurs, parmi lesquels se trouvent tant d'observateurs vraiment remarquables, pour lesquels, il disait avoir eu beaucoup de sympathie, et qui l'avait conduit à s'intéresser à la Christian Science américaine, au phénomène de la croyance religieuse et au mysticisme, recherche qu'il a poursuivie jusqu'à ses derniers travaux, notamment dans un manuscrit inédit sur la croyance. Une autre source de la psychologie expérimentale est la psychologie philosophique, notamment, je cite, les travaux des Mendes de Biran, des Jouffroy, des Mill, des Spencer, des Taine, dont Janet dit, je cite, qu'ils n'ont pas écrit leurs travaux de la même manière que nous, avec de beaux graphiques, mais qu'ils ont observé admirablement. Cette allusion aux beaux graphiques que Janet avait lui-même utilisé au début renvoie à sa critique de la psychologie de laboratoire, qui semble au premier abord rompre la continuité de l'histoire de la psychologie expérimentale et comparer chère à Janet. Il dit « Il est faux de croire que la psychologie ne serait née qu'avec l'appareil enregistreur et les horloges chronométriques. Il ne s'y oppose pas pour autant en bloc. En 1889, il regrettait même que les psychologues n'aient pas encore de laboratoire bien monté à leur disposition. Et on trouve dans les archives une lettre qu'il écrit à l'administrateur
pour lui demander des fonds pour son laboratoire qu'il semble subventionner lui-même. Cette observation sur les graphiques nous renvoie notamment aux concurrents de Janet au collège, à la chaire de psychologie expérimentale, Alfred Binet, éminent représentant de la psychologie de laboratoire qu'Étienne Jules Marais avait défendu en accentuant le côté expérimental de ses travaux lors de l'Assemblée du 19 janvier 1902, où Pierre Janet a été élu par 3 voix. L'enseignement de M. Binet au Collège de France aurait un double mérite. D'abord, il serait général, il s'étendrait à la psychologie entière, et en second lieu, il se ferait avec un caractère hautement expérimental. Il serait présenté avec les méthodes des sciences naturelles et des observations et des appareils, bref, sous une forme réellement scientifique. Il y a eu en 1904 une autre tentative pour faire entrer Alfred Binet au collège à une chaire de sciences de l'éducation, soutenue par Félix Henguy et Albert Réville, professeurs d'embryogénie comparée et d'histoire des religions respectivement. Mais pour les besoins de cet exposé, je n'entre pas dans les détails de cette élection, ni dans les détails de la relation Binet-Janet. Je me limiterai à souligner que leurs travaux reposent sur 2 conceptions de la science expérimentale dont la différence apparaît dans le rapport de Bergson sur Janet, présenté à la même assemblée. Bergson y disait que les, je cite, procédés d'expérimentation nouveaux employés par Janet visaient à permettre aux états subconscients, je cite, de s'enregistrer eux-mêmes, c'est-à-dire à même les actes ou les conduites des patients, fussent-elles dédoublées. Cela s'accordait avec l'observation que Janet avait faite de Léonie dans les années 1880, Léonie qui reproduisait en état de somnambulisme les procédures du magnétisme animal et tel qu'il était pratiqué dans les années 1860. Dans la première des 3 parties du rapport sur la psychanalyse, Janet commence par présenter un bilan des travaux de Charcot sur le problème des souvenirs traumatiques dans les névroses, dont la psychanalyse était, disait-il, brillamment sortie. Janet met en doute la nouveauté du point de vue apporté par la psychanalyse en renvoyant à ses premiers travaux sur les souvenirs traumatiques, eux aussi sortis de chez Charcot. Dans l'automatisme psychologique 1889, Janet maintenait en effet, à la suite de Ribot, l'idée que la personnalité, le moi, s'établit grâce à une synthèse de sensations et de perceptions. Chez les hystériques, cette synthèse ne se faisant pas complètement, celles-ci sont désagrégées de la conscience. Les hystériques sont prédisposés héréditairement à ces défauts de synthèse que Janet décrit comme un rétrécissement du champ de la conscience. Dans des expériences de somnambulisme, il arrive qu'elles ne perçoivent pas les sensations provenant, par exemple, du bout des doigts ou des lèvres, comme si ceux-ci étaient anesthésiés. Cette faiblesse a pour effet de laisser des perceptions former une autre conscience qui agit à l'insu de la première personnalité comme une volonté étrangère. L'expérimentateur cherche alors à établir un rapport que Janet nomme électivité entre lui et ce personnage subconscient, et cela par divers moyens, dont l'écriture automatique, que Janet appréciait particulièrement. Des idées fixes peuvent aussi se désagréger et être la source d'une névrose. Guérir, c'est faire tenir dans une seule et même conscience les phénomènes psychologiques, c'est-à-dire élargir la conscience, par exemple par le rappel des souvenirs traumatiques, plutôt que de laisser les hystériques souffrir, je cite Janet, d'une trop petite conscience. Et présupposer l'idée que la vie morale, comme la science, exige des esprits complets. La condamnation de la psychanalyse devient plus nette dans la 3e partie du rapport, où Janet conteste l'étiologie sexuelle des névroses. Il s'appuie pour cela sur une définition réductrice de la notion de sexualité chez Freud, qui renvoie non pas à des fonctions, dit-il, mais à des souvenirs traumatiques relatifs à des aventures sexuelles, accentuant l'aspect romanesque de ces histoires de cas que Freud avait lui aussi souligné. Ce qui pose problème pour Janet, c'est d'avoir affirmé que l'on trouve, je cite, de tels souvenirs chez tous les névropathes, sans exception, sans lesquels il n'y a pas de névrose. Je cite, « Dans tous les cas où M. Freud dit « tous les malades », l'analyse psychologique ordinaire dit « quelques malades », un grand nombre de malades. Dans la réception du rapport de Janet, on a mis l'accent sur l'accusation de pansexualité pour dire que Janet refusait l'étiologie sexuelle. Pourtant, l'écart entre le diagnostic de l'école freudienne et celui de Janet n'est pas si grand, car Janet accepte l'étiologie sexuelle, je cite, dans les 3/4 des cas.
Et il affirmera plus tard, en 1923, que la psychanalyse a eu le mérite d'ouvrir la voie à une psychologie de la sexualité. Ce qui pose problème à ses yeux, c'est la généralisation en général et non pas la généralisation de la sexualité. Lorsqu'il reprend le rapport dans les médications psychologiques de 1919, Janet précise l'idée que la psychanalyse a singulièrement exagéré et déformé ses premiers travaux. Il développe ce reproche sous une nouvelle rubrique intitulée « Les exagérations systématiques de la psychanalyse ». Son approche n'était pas que critique, car il pensait que celle-ci avait été bénéfique pour les recherches psychiatriques et pour créer un grand mouvement d'idées. Qui plus est, elles sont destinées à être oubliées pour ne laisser subsister que les aspects positifs de la psychanalyse. Néanmoins, l'exagération nous amène à la différence essentielle entre les travaux de Janet et ceux de Freud. Exagérer renvoie d'abord au fait que Freud a donné une importance excessive au phénomène de la subconscience. Janet déplore ce qu'il appelle donc la trop belle destinée de ses idées. La désinfection mentale par la dissociation des souvenirs traumatiques n'avait pas vocation à s'imposer comme une thérapie distincte, tout au plus, elle pouvait aider à faire, je cite, mieux comprendre le sujet afin de mieux diriger son traitement moral, qui pouvait consister même à faire oublier les souvenirs traumatiques. Car non seulement Janet minimise le rôle des réminiscences, mais il pense aussi que ce serait une découverte, je cite, précieuse pour la psychiatrie que celle qui nous permettrait de créer l'oubli à volonté, de guérir par la destruction des souvenirs. Donner une importance excessive à la subconscience, c'est, en d'autres mots, s'adonner à la je cite, généralisation illimitée, et non pas à la constatation précise que fait Janet, en élaborant prématurément une théorie loin des observations cliniques. Janet vise ici le fait que Freud a fait de la subconscience le principe de toutes les névroses auxquelles on fait appel pour tout expliquer, alors que Janet n'avait employé le mot subconscient que dans un sens purement clinique, et même un peu terre-à-terre, pour décrire les maladies de la personnalité. Donc la psychanalyse s'inscrit dans la continuité de la suggestion qui avait servi à tout expliquer. Hippolyte Bernheim en avait donné une définition tellement générale selon laquelle tout énoncé était susceptible de devenir une suggestion et qu'elle n'expliquait plus rien. Et ici, je ne fais que mentionner ce débat qui débouche sur ce rapprochement entre la psychanalyse et la suggestion qui débouche sur un énorme débat que Janet a aussi défendu et qui n'a jamais finalement abandonné. L'étiologie sexuelle n'est donc qu'un cas de généralisation dans cette théorie trop générale qu'est la psychanalyse. Contre les exagérations, Janet présente les nombreux facteurs qui peuvent causer la névrose. Outre la suggestion qui n'a pas exclu, l'émotion dépressive qui renvoie à des désordres d'adaptation à des situations inattendues, où la force et la tension entrent en jeu, la fatigue et l'épuisement. De même, en ce qui concerne la guérison, ne peut-on pas l'attribuer, par exemple, au fait que les patients sont contents, je cite, qu'on s'occupe d'eux, ou étonnamment, parce qu'ils, je cite, éprouveraient un légitime orgueil à la pensée qu'ils collaborent avec un grand homme à la rénovation de la médecine. Le terme d'exagération renvoie également dans le texte de 1919 de Janet sur Freud, de manière tout aussi capitale, au processus de refoulement lui-même, dans lequel on retrouve l'exagération. Je cite, « L'exagération du refoulement cause l'exagération apparente de l'impulsion. » Janet se rapproche ici de l'idée de résistance lorsqu'il dit que, l'idée freudienne de résistance, lorsqu'il dit que, je cite, « Les malades se figurent avoir des passions énormes parce qu'ils dépensent contre elles des efforts énormes. » Qui plus est, tout est ramené au refoulement. Les auteurs de l'école de Vienne sont arrivés à l'idée que les symptômes constatés dans les névroses étaient déformés, maquillés par une réaction du sujet, par un refoulement, et qu'il fallait toujours découvrir au-dessous de ces apparences une réminiscence traumatique, à la manière d'une enquête criminelle. Dans cette conception, l'essentiel des troubles nerveux est cette transformation, cette dissimulation qui met un phénomène à la place d'un autre, grâce au refoulement. Je cite, « Le désir qui n'ose pas se montrer, c'est Janet, tel qu'il est, le désir qui n'ose pas se montrer tel qu'il est même à nos propres yeux, s'exagère, c'est-à-dire qu'il prend un aspect physique à la place de l'aspect moral. Il devient en apparence un trouble pathologique qu'il faut analyser au moyen de l'interprétation symbolique, car, dit Janet, dans la théorie freudienne,
je cite, « Un événement mental peut toujours être considéré comme le symbole d'un autre ». Janet avait souligné dès le début que sa science s'arrêtait là où la base solide des observations et de l'expérience paraissait se dérober. C'est dans cet esprit qu'il affirmait, contre les exagérations dans le double sens que j'ai présenté, l'importance, je cite, de maintenir la subconscience dans son rôle, étant donné, je cite, qu'un phénomène psychologique qui est toujours une certaine conduite du sujet doit toujours pouvoir être constaté par l'observateur. Cela ne veut pas dire qu'il faille exclure les phénomènes séparés de la conscience, qui se manifestent dans le somnambulisme, l'écriture automatique, les mouvements, les paroles, et qui peuvent être utiles, pense Janet. Ce qu'il faut éviter, dit-il, c'est la subconscience que l'on ne voit jamais et que l'on se borne à construire à sa fantaisie, c'est-à-dire, selon lui, à interpréter symboliquement. Il y a cependant une notion que Janet retient, c'est celle de décharge, qui fait apparaître ce qui distingue les modèles à partir desquels Freud et Janet élaborent leur conception du psychisme et de l'action. Dans les médications, Janet abordait l'idée freudienne de la décharge qu'il trouve intéressante, qu'il cherche à situer par rapport à ses propres enseignements sur la force et la tension psychologique, c'est-à-dire la puissance et la durée des actes d'une part, et le degré d'activation et le degré hiérarchique des actes d'autre part. Janet avait classifié les conduites par rapport à une hiérarchie des fonctions psychiques dont il a fait le fil directeur de ses travaux, c'est-à-dire selon des niveaux de complexité qui vont de l'automatisme psychologique, conduite inférieure, à la conduite expérimentale et rationnelle supérieure. Cette discussion sur la décharge de la charge d'affect que le traitement doit faciliter selon Freud et ses disciples, et sur l'insertion de la psychoanalyse dans l'évolution des méthodes, de ce que Janet appelle d'économie psychologique, illustre bien la manière dont Janet s'est située en innovant sur le plan des personnes et des actes, selon Henri Vallon, qui a été mentionné ce matin. Car même dans les analogies qu'il choisit pour expliquer les faits psychologiques économiques, tels que la faiblesse et la dépression, Janet se situe sur le plan des actes, alors que Freud a construit des édifices théoriques, abstraits, en puisant dans les sciences naturelles et physiques, sur lesquels les concepts reposent, concepts au moyen desquels on trouve un sens symbolique aux symptômes. Alors que Freud parle de décharge et de l'abréaction ou de la libération de quantités affectives, et à partir du modèle de la thermodynamique, la description de Janet se situe d'emblée dans le monde, en l'occurrence dans le monde de l'économie domestique et commerciale, sous la rubrique des dépenses et des rentrées, ce qui lui fait dire que les névroses, je cite, ne sont au fond que diverses manières de faire faillite et de tomber dans la misère, même si le budget psychologique, c'est son expression, de chacun varie, et que cette ruine n'a donc pas le même point de départ chez tous. Entre la description des conduites chez Janet et les analogies qu'il emploie pour les rendre concrètes, l'écart est minimal, alors que chez Freud, il est difficile de relier les symptômes, les concepts et les modèles explicatifs les uns aux autres, et cette superposition de niveaux d'explication a ouvert la voie aux critiques. Pour conclure, en situant la psychanalyse dans l'évolution des psychothérapies, Janet a mis en cause la position de surplomb qui s'était attachée à la psychanalyse au fur et à mesure qu'elle a étendu ses recherches et ses méthodes de traitement, des nerveux, des hystériques, des névroses et psychoses, aux rêves, aux menus troubles de la vie quotidienne, aux vices, à la biographie des grands artistes, à la religion et enfin à la civilisation. Janet pensait qu'elle était une de ces psychologies de médecins qui a pris un caractère de grande métaphysique parce qu'elle prétendait expliquer, je cite, d'un seul coup, l'histoire, la morale, les religions et les crises de nerfs. À l'inverse, la psychologie devait se limiter, je cite, à résumer la conduite et les attitudes des malades par des termes précis, bien définis, en rattachant tous les faits par un déterminisme aussi rigoureux que possible. J'ai mentionné ci-dessus que Janet avait travaillé au laboratoire de la Salpêtrière jusqu'en 1910, c'est-à-dire après la mort de Charcot, dont l'influence avait commencé à s'estomper dès 1893 à sa mort. Il faut ajouter qu'il s'est ensuite installé dans le laboratoire d'histologie de Jean Najotte, dont il a soutenu la candidature en 1912 à la chaire d'histologie comparée 1912-1937 au Collège de France.
C'est aussi en 1912 qu'Henri Pierron allait être nommé directeur du laboratoire de psychologie physiologique de la Sorbonne, après Alfred Binet, avant d'être nommé titulaire de la chaire de psychologie des sensations en 1923, grâce entre autres au soutien de Janet. Janet insistait souvent sur le caractère provisoire des recherches en psychologie, tout comme Freud, qui suivent, selon Janet, l'évolution psychologique. Il a consacré un ouvrage à l'évolution psychologique. Il soulignait, par exemple, que la psychologie n'avait pas encore atteint la précision de l'histologie. Et cela ne pouvait pas être anodin, car de son côté, Jean Najotte appelait aussi de ses voeux une psychologie qui viendrait compléter ses recherches en histologie. Bien que le crédit pour la chaire de psychologie expérimentale et comparée ait été supprimé en 1934, suite à des réductions budgétaires, la psychologie a continué à être représentée au collège par le psychologue de laboratoire Henri Pierron, que je viens de nommer, par Henri Vallon, dont je ne peux pas analyser ici les rapports avec Janet, tout comme je ne peux pas discuter l'orientation sociologique des travaux de Janet, qui l'ont fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, collaborer à l'Encyclopédie française. Orientation qui ne l'a pas empêché de soutenir le développement des chaires à laboratoire. Donc l'intervention de Janet en 1913 et sa réédition en 1919 n'ont pas concerné que Freud. Elles ont montré la conviction de Janet selon laquelle les travaux des savants, des historiens et des philosophes devaient se rencontrer. Surtout, elles ont montré la conviction de Janet selon laquelle, et je cite Janet, « Les savants, pour accroître la rigueur de leurs assertions, s'attachent eux-mêmes à en limiter la portée, à en souligner et à en mesurer avec les expérimentateurs modernes le caractère approximatif, à en faire ressortir la dépendance vis-à-vis du temps propre de l'observateur, à en montrer la relation avec l'échelle de grandeur des quantités observées, et à conclure de là à l'impossibilité de l'affirmation d'une loi au-delà de certains degrés de grandeur ou de petitesse. » C'est ainsi en partie que Janet défendit le 6 mars 1932 la création d'une chaire d'histoire comparée des sciences et de la philosophie, qui n'a pas abouti. Il avait aussi et par ailleurs présenté son ami mathématicien du Havre lors de la succession de Pierre Lafitte, Milot, en 1903. Il avait aussi soutenu une chaire de psychologie pathologique appliquée à l'histoire des religions qui n'avait pas abouti non plus, en 1912. Cependant, cette description des travaux de l'historien des sciences, auquel Janet pensait, et je ne connais pas encore l'identité, cette description des travaux de l'historien des sciences résume parfaitement l'attitude de Janet en faire l'école de Vienne, qu'une simple différence de degré, disait Janet, séparait de ses travaux, conformément à sa conception transformiste de l'histoire des disciplines. Merci.